Chapitre 3. La musique s'épanouit au soir de cet été dans la maison de mon voisin. Dans ces bleus jardins, des hommes et des jeunes femmes passèrent et repassèrent comme des phalènes parmi les chuchotements, le champagne et les étoiles. L'après-midi, à marée haute, je regardais ces invités plonger du haut de la charpente dressée sur son radeau ou s'offrir au soleil sur le sage brûlant de la plage, tandis que ces deux canots automobiles fendaient l'eau du détroit, remarquant des aquaplanes sur des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls se transformait en autobus, charriant les invités de la ville au château et vice-versa, de 9 heures du matin jusqu'à minuit passé, cependant que sa camionnette Ford s'affairait tel un hanneton jaune pour être à la gare à l'arrivée de tous les trains. Et les lundis, dits domestiques, y compris un jardinier surnuméraire, travaillaient toute la journée, armés de lavettes, de brosses, de marteaux et de sécateurs, à réparer les ravages de la nuit précédente. Tous les vendredis, 5 grandes caisses d'oranges et de citrons arrivaient de chez un fruitier de New York. Tous les lundis, les mêmes oranges et les mêmes citrons sortaient par la porte de service en une pyramide de moitié vidée de pulpe. Dans la cuisine, il y avait un appareil capable d'extraire le jus de 200 oranges en une demi-heure, mais il fallait qu'un valet appuyât 200 fois de suite sur un petit bouton avec le pouce. Une fois au moins par quinzaine, un détachement de décorateurs arrivait avec plusieurs centaines de mètres de toile et une quantité de lumière de couleur suffisante pour transformer le parc de Gatsby en un gigantesque arbre de Noël. Sur des tables, garnies de hors-d'œuvre luisants, s'entassaient des jambons épicés et cuits au four parmi des salades multicolores, comme des manteaux d'arlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teintes de brun doré. Dans la galerie principale, on installait un bar muni de son appuie-tête en cuivre et garni de gin, de liqueurs et de cordiaux depuis si longtemps oubliés que la plupart des invités étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. Vers 7 heures arrive l'orchestre. Non pas un petit orchestre de 5 exécutants, mais une pleine fosse de hautbois, trombones et saxophones, de viols, de clarinettes et de piccolos, de tambours alto et basso. Les derniers nageurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres. Les autos de New York sont garés, 5 de front dans l'allée et déjà les galeries, les salons et les vérandas s'égayent de couleurs, de cheveux coupés suivant d'étranges modes et de châles qui éclipsent tous les rêves de Castille. Le bar fonctionne à plein rendement et les cocktails flottent sur des plateaux dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum, si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardages et de rires, d'insinuations nonchalantes, de présentations sitôt oubliées que faites, et d'enthousiastes rencontres entre femmes qui n'ont jamais connu leurs noms respectifs. Les lumières s'avivent à mesure que la terre accomplit l'embardée qui la détourne du soleil. À présent, l'orchestre joue une musique jaune cocktail et le chœur des voix monte d'un ton. De minute en minute, le rire devient plus facile, s'épanche avec plus de prodigalité, s'écoule comme d'une coupe qu'un mot joyeux suffirait à renverser. Les groupes chantent plus rapidement, s'enflent de nouveaux arrivés, se dissolvent et se reforment le temps de prendre haleine. Déjà on voit des vagabondes, filles confiantes qui font la navette ici et là, parmi leurs sœurs plus corpulentes et plus stables, deviennent pendant un instant vibrant et gai le centre d'un groupe, puis, animés par leur triomphe, s'éloignent en glissant sur l'océan changeant des visages, des voix et des couleurs, sous la lumière qui change sans cesse. Soudain, une de ces bohémiennes, vêtue d'une robe qui la transforme en une tremblotante opale, cueille un cocktail dans l'atmosphère, l'avale d'un trait pour se donner courage, et agitant les mains comme le danseur Frisco, danse seul sur la plateforme de toile. Un silence se fait. L'obligeant chef d'orchestre altère pour elle le rythme et des rires éclatent quand circule la nouvelle, fausse d'ailleurs, que c'est la doublure de Gilda Gray, l'étoile des folies. La fête a commencé. Je crois bien que le premier soir où j'allais chez Gatsby, j'étais un des rares assistants qui eussent été invités. On n'y était point invité, on y allait sans plus de cérémonie. On montait dans des autos qui vous menaient à Long Island, et je ne sais comment, on se trouvait déposé devant la porte de Gatsby. Une fois là, on était présenté par quelqu'un qui connaissait Gatsby. Ceci fait, on se conduisait suivant l'étiquette de mise dans quelconque lunapark.
Il arrivait que, venu à la fête avec une simplicité de cœur qui tenait lieu de carte d'admission, on s'en retournât sans même avoir fait la connaissance de son hôte. Moi, j'avais été invité suivant les règles. Un chauffeur en uniforme œuf de rouge-gorge avait traversé ma pelouse de bonne heure ce samedi-là, porteur d'un billet étonnamment cérémonieux de son patron. Tout l'honneur serait pour Gatsby, disait le carton, si je voulais bien assister à sa petite réunion du soir même. Il m'avait aperçu à plusieurs reprises, avait depuis longtemps l'intention de me rendre visite, mais un bizarre enchaînement de circonstances l'en avait empêché. Signé J. Gatsby, d'une écriture impressionnante. En flanelle blanche, je me transportai sur son gazon un peu après 7 heures et me mis à errer, assez mal à mon aise, au milieu des remous et des tourbillons de gens qui m'étaient inconnus. Bien que de ci, de là, il y eût des figures déjà remarquées dans le train de banlieue. Je fus immédiatement frappé par la quantité de jeunes Anglais que contenait la foule. Tous bien vêtus, tous l'air un peu affamés, tous conversant à voix basse et fervente avec des Américains solides et prospères. J'étais sûr qu'ils vendaient quelque chose, actions, assurances ou auto. Tout au moins, ils sentaient avec une intensité douloureuse l'argent facile à prendre qui circulait aux alentours, convaincus qu'il serait leur pour peu qu'ils prononçassent quelques paroles sur le ton qu'il fallait. Sitôt arrivé, je me mis à la recherche de mon hôte, mais les 2 ou 3 personnes auprès desquelles je m'enquis de lui me regardèrent si étonnées et nièrent avec une telle véhémence qu'elles fussent au courant de ses déplacements que je me glissai vers la table au cocktail, unique endroit dans le jardin où un homme privé d'une compagne pouvait s'attarder sans se révéler solitaire et désorienté. Par pur embarras, j'allais m'enivrer à en hurler quand, sortant de la maison, Jordan Baker se posta sur le perron de marbre, légèrement penchée en arrière, les yeux abaissés vers le jardin qu'elle se mit à examiner avec un intérêt dédaigneux. Que je fusse ou non le bienvenu, je jugeai nécessaire de m'attacher à quelqu'un avant de me laisser aller à adresser des paroles cordiales aux passants. Je rugis « Hello !» et m'avançai vers elle. Ma voix résonna d'un timbre inaccoutumé à travers le parc. « Je pensais bien que vous étiez ici, » répondit Jordan d'un air distrait tandis que je montais vers elle. « Je me rappelais que vous viviez à côté de… » Elle me tendit la main, mais sans chaleur, comme pour me promettre qu'elle s'occuperait de moi dans un instant, et prêta l'oreille à 2 jeunes filles en robe jaune de sœurs jumelles qui s'étaient arrêtées au pied du perron. « Hello !» crièrent-elles à la fois. « Je regrette que vous n'ayez pas gagné. » Cela, c'était pour le match de golf. Elle avait perdu la semaine dernière dans les finales. « Vous ignorez qui nous sommes ?» dit une des filles en jaune. « Mais nous vous avons rencontrés ici il y a un mois. »« Vous vous êtes teint les cheveux depuis ?» fit remarquer Jordan. Je sursautai, mais les jeunes filles s'étaient paisiblement éloignées et le commentaire s'adressa à une lune prématurée sortie sans doute, comme le souper, d'un des paniers du fournisseur. Le mince bras doré de Jordan posé sur le mien, nous descendîmes les marches et nous nous promenâmes dans le jardin. Un plateau de cocktail glissa vers nous dans le crépuscule et nous prîmes place à une table avec les 2 filles en jaune et 3 hommes qu'on présenta tous 3. « Vous venez souvent à ces fêtes ?» demanda Jordan à sa voisine. « La dernière fois, c'est quand je vous ai rencontré, » répondit la jeune fille d'une voix alerte et assurée. Elle se tourna vers sa voisine. « Et toi, Lucille, c'est pas comme ça pour toi ?» C'était comme ça pour Lucille. « J'aime venir ici, fit Lucille. Comme je ne fais jamais ce qui me passe par la tête, je m'amuse toujours. La dernière fois, j'ai déchiré ma robe après une chaise et il me demanda mon nom et mon adresse. Dans la semaine, je recevais un paquet de chez Croirier avec une robe de soirée toute neuve dedans. « Vous l'avez gardée ?» s'enquit Jordan. « Moi ? Mais bien sûr. Je comptais la mettre ce soir, mais elle est trop large de ceinture et il faut que je la fasse arranger. Elle est bleu gaz avec perles lavande, 275 $. Il y a quelque chose d'étrange chez un homme qui fait une chose comme ça, fit l'autre fille avec conviction. Il ne veut pas avoir d'ennui avec qui que ce soit. Qui ça ? Demandai-je. Gatsby. Les 2 filles et Jordan se penchèrent l'une vers l'autre confidentiellement. Qu'il paraît qu'il a tué un homme dans le temps. Un frisson passa sur nous tous. Les 3 hommes se penchèrent et prêtèrent l'oreille avec empressement. Je ne crois pas que ce soit tant cela, chicana Lucille avec scepticisme. C'est plutôt qu'il faisait de l'espionnage pour les Allemands pendant la guerre. Un des 3 messieurs hocha la tête en signe d'approbation.
Moi, je tiens cela d'un homme qui le connaît comme sa poche, qui a été élevé avec lui en Allemagne, nous assura-t-il d'un air profondément convaincu. Oh non, fit la première jeune fille, ça ne peut pas être ça, puisqu'il servait dans l'armée américaine pendant la guerre. Comme notre crédulité refluait vers elle, elle se pencha avec enthousiasme. Regardez-le pour voir quand il croit que personne ne l'observe. Moi, je parie qu'il a tué. Ses yeux se rétrécirent, elle frissonna. Lucille frissonna. Nous nous retournâmes tous pour chercher des yeux Gatsby. C'était un véritable tribut au romanesque des suppositions inspirées par cet homme que rendaient ces gens en chuchotant à son sujet, eux qui, en ce monde, avaient trouvé si peu de choses dont ils crussent nécessaire de parler à voix basse. On servait le premier souper, un autre devait suivre après minuit, et Jordan m'invita à me mettre à sa table à l'autre bout du jardin. Il y avait là 3 couples légitimes, et le compagnon de Jordan, un tenace étudiant fort adonné aux insinuations violentes, et manifestement convaincu que, tôt ou tard, Jordan finirait par lui accorder l'usufruit de sa personne à un degré plus ou moins complet. Au lieu de se disperser, cette société avait maintenu une homogénéité fort digne et assumé la fonction de représenter l'aristocratie sérieuse du pays. East Egg, condescendant à fréquenter West Egg, et prudemment en garde contre sa spectroscopique gaieté. Au bout d'une demi-heure gâchée en efforts assez peu adéquats aux circonstances, Jordan chuchota à mon oreille. « Plaquons ces gens, ils sont trop distingués pour moi. » Nous nous levâmes. Elle expliqua que nous allions chercher notre hôte. Je ne lui avais pas encore été présenté et cela me gênait. L'étudiant hocha la tête d'un air cynique et attristé. Le bar, où nous jetâmes tout d'abord un coup d'œil, était plein de monde, mais Gatsby ne s'y trouvait pas. Jordan ne put l'apercevoir du haut du perron et il n'était point dans la véranda. Au hasard, nous poussâmes une porte d'aspect solennel et nous pénétrâmes dans une haute bibliothèque gothique garnie de boiseries en chêne sculptées à l'anglaise et probablement transportée tout entière de quelque château en ruine d'au-delà des mers. Un homme gras, d'âge moyen, portant d'énormes lunettes qui lui donnaient l'apparence d'un hibou, était perché, dans un état d'ivresse assez avancé, sur le bord d'une vaste table. Il regardait avec fixité et une concentration dépourvue d'assurance les rayons chargés de livres. En nous entendant entrer, il se retourna nerveusement et examina Jordan de la tête aux pieds. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « De quoi donc » Il agita la main vers les rayons. « De ça, inutile de vérifier, c'est déjà fait, ils sont vrais. » Les livres Il hocha la tête. « Absolument vrais. Ils ont des pages et tout ce qui s'ensuit. Moi, je croyais qu'ils étaient en carton. Eh bien, pas du tout. Ce sont de vrais livres. Pages et... vous allez voir. » Ne doutant pas un instant de notre scepticisme, il se précipita vers les rayons et revint chargé du tome 1 des Conférences de Stoddart. « Vous voyez, cria-t-il triomphalement, c'est pas du chiquet. J'ai été bien attrapé. Ce type est un metteur en scène de premier ordre. Quelle perfection, quel art, quel réalisme. Et puis, il sait où s'arrêter, n'a pas coupé les pages. Mais que voulez-vous? À quoi pouvait-on s'attendre? Il m'arracha le livre et se hâta de le remettre sur son rayon en marmottant que si on ôtait une seule brique, la bibliothèque était capable de s'écrouler. « Qui vous a amené ?» s'informa-t-il. « Ou êtes-vous venu tout seul ?»« Moi, on m'a amené. La plupart des gens qui sont ici, on les a amenés. » Jordan le regarda, alerte, gai, sans répondre. « J'ai été amené par une femme qui s'appelle Roosevelt, » continua-t-il. « Miss Claude Roosevelt. Vous connaissez ? Je l'ai rencontrée la nuit dernière quelque part. Je suis ivre depuis une semaine. J'ai pensé que ça me dessoulerait de m'asseoir un moment dans une bibliothèque. » « Et ça vous a réussi ?»« Un tout petit peu, je crois. Peux pas encore me prononcer. Je ne suis ici que depuis 1 heure. Je vous ai dit pour les livres, ce sont de vrais livres. Vous nous l'avez dit. » Nous échangeâmes gravement avec lui des poignées de main et retournâmes dans le jardin. On dansait maintenant sur le parquet de toile. Des hommes âgés poussaient devant eux des jeunes filles en traçant d'éternels cercles dépourvus de grâce. Des couples orgueilleux s'étreignaient tortueusement, suivant les rites de la mode, et tournaient dans les coins. Beaucoup de filles dansaient seules, avec personnalité, ou soulageaient quelques instants l'orchestre du labeur des banjos ou de la batterie. Vers minuit, l'hilarité avait grandi. Un ténor célèbre avait chanté en italien et un contralto notoire en jazz.
Entre les numéros, des gens se livraient à des excentricités un peu partout dans le jardin, tandis que des rafales d'un rire niais et béat s'élevaient vers le ciel estival. Un couple de jumeaux de théâtre, qui n'étaient autres que les jeunes filles en jaune, jouèrent un sketch habillés en bébés. On servait le champagne dans des verres plus vastes que des rince-bouches. La lune était plus haute, et flottant dans le détroit, il y avait un triangle d'écailles d'argent qui tremblait un peu au sec frisoli en fer blanc des banjos installés sur la pelouse. J'étais toujours avec Jordan Baker. Nous étions assis à une table avec un homme à peu près de mon âge et une petite fille mal élevée qui, sur la moindre provocation, s'abandonnait à un rire irrépressible. Je m'amusais à présent. J'avais bu 2 rince-bouches de champagne, et la scène s'était muée sous mes yeux en quelque chose de significatif, d'élémentaire et de profond. Pendant une accalmie de réjouissance, l'homme me fit un sourire. « Votre visage m'est familier, dit-il avec politesse. Ne faisiez-vous pas partie de la 3e division pendant la guerre ? Mais oui, j'appartenais au 9e bataillon de mitrailleurs. Moi, je suis resté au 7e d'infanterie jusqu'à juin 1918. Je savais bien que je vous avais vu quelque part. » Nous parlâmes un instant de certains villages gris et humides de France. Sans doute demeurait-il aux environs, car il me dit qu'il venait d'acheter un hydroplane et qu'il comptait l'essayer le lendemain matin. « Voulez-vous venir avec moi, vieux frère ? On ne s'éloignera pas du rivage, le long du détroit. »« À quelle heure ? À l'heure qui vous conviendra. » J'allais lui demander son nom, quand Jordan se tourna vers moi en souriant. « Vous vous amusez maintenant ?» s'enquit-elle. « Oui, beaucoup mieux. » Je me retournai vers mon nouvel ami. « Voyez-vous, des fêtes comme celle-ci, je n'y suis pas habitué. Je n'ai même pas vu le maître de séance. J'habite par là. » J'agitai la main dans la direction de la haie invisible. « Et ce Gatsby m'a envoyé son chauffeur avec une invitation. » Il me regarda un moment comme s'il ne comprenait pas. « C'est moi, Gatsby » fit-il tout à coup. « Quoi » m'écriai-je. « Oh, je vous demande pardon. Je croyais que vous saviez, vieux frère. J'ai bien peur de ne pas être un très bon maître de maison. » Il sourit avec compréhension. Beaucoup mieux qu'avec compréhension. C'était un de ces rares sourires, doués de la faculté de rassurer, qu'on rencontre quand on a de la chance 4 ou 5 fois dans sa vie. Il affrontait un instant, ou paraissait affronter, le monde extérieur dans son ensemble pour se concentrer ensuite sur vous avec un parti pris irrésistible en votre faveur. Il ne vous comprenait qu'autant que vous désiriez être compris. Il croyait en vous dans la mesure où vous auriez voulu croire en vous-même. Il vous persuadait qu'il avait exactement de vous l'impression que, en mettant tout au mieux, vous espériez produire. À ce moment précis, le sourire s'évanouit, et je n'eus plus devant moi qu'un jeune et élégant mauvais sujet, âgé de 31 ou 32 ans, dont le langage recherché frisait l'absurdité. Un peu avant qu'il se fût présenté, j'avais fortement eu l'impression qu'il cherchait ses mots avec soin. Au moment même où M. Gatsby s'identifiait, un valet de chambre accourait pour l'informer que Chicago le demandait au téléphone. Il s'excusa d'une légère inclination de tête qui s'adressa à chacun de nous tour à tour. « Si vous désirez quelque chose, vieux frère, vous n'avez qu'à parler, » me dit-il avec force. « Excusez-moi, je vous rejoindrai plus tard. » Lui parti, je me tournai tout de suite vers Jordan. J'éprouvais le besoin de l'assurer de ma surprise. Je m'étais attendu à trouver en M. Gatsby un personnage rougeoyant et replé entre 2 âges. « Qui est-ce » demandai-je. « Le savez-vous ?»« Rien qu'un homme qui s'appelle Gatsby. »« Je veux dire, d'où vient-il et qu'est-ce qu'il fait ?»« Vous voilà, vous aussi, parti sur ce sujet ?» répondit-elle avec un sourire las. « Eh bien, il m'a dit une fois qu'il a été à Oxford. » Un fond de tableau commença à se composer vaguement derrière lui, mais la phrase suivante le dissipa. « Toutefois, je n'en crois rien. »« Et pourquoi ?»« Je l'ignore, insista-t-elle, mais je ne pense pas qu'il y soit jamais allé. » Quelque chose dans le ton de sa voix me rappela l'autre jeune fille. « Je crois qu'il a tué un homme. » Ma curiosité en fut stimulée. J'aurais accepté, sans le mettre en doute, le renseignement que Gatsby était issu des marécages de la Louisiane ou des bas quartiers de New York. Cela aurait été compréhensible, mais je le croyais du moins. Dans mon expérience de provincial, les jeunes gens ne sortaient point froidement de nulle part pour acheter des palais sur le détroit de Long Island. « Quoi qu'il en soit, il reçoit beaucoup de monde à la fois, » fit Jordan en changeant le sujet avec un dégoût bien urbain pour le concret. « Et moi, j'aime les grandes réceptions.
Elles ont un caractère si privé, dans les petites, il n'y a jamais d'intimité. Il y eut un boum. De grosses caisses et la voix du chef d'orchestre s'éleva soudain au-dessus du Hourvari. « Mesdames et messieurs, à la requête de M. Gadsby, nous allons avoir l'honneur de vous jouer l'œuvre la plus récente de M. Vladimir Tostov, qui fit sensation à Carnegie Hall au mois de mai. Si vous lisez les journaux, vous savez quelle fut cette sensation. » Il sourit avec une condescendance joviale et ajouta « Une grande sensation. » Rire général. Le morceau, reprit-il avec énergie, est de Vladimir Tostov et s'intitule « L'histoire universelle racontée par le jazz ». La nature de la composition de M. Tostov m'échappa, car au moment même où elle commençait, mes yeux tombèrent sur Gadsby, qui, debout et seul sur les degrés de marbre, regardait les groupes l'un après l'autre d'un air approbateur. Sa peau tannée se tendait sur son visage d'une façon seyante, et on aurait dit qu'il se faisait couper les cheveux tous les jours. Je ne voyais en lui rien de sinistre. Je me demandais si le fait même qu'il s'abstenait de boire ne contribuait pas à le distinguer à ce point de ses hôtes, car il semblait que sa correction augmentait à mesure que croissait l'hilarité générale. L'histoire universelle racontée par le jazz n'était pas terminée que des filles posaient leur tête sur des épaules masculines avec une câlinerie de petits chiens, que d'autres filles feignaient de s'évanouir, se laissaient tomber entre des bras d'hommes, voire au milieu des groupes, sachant bien que quelqu'un arrêterait leur chute. Mais personne ne s'évanouissait sur Gadsby. Nulle tête tondue à la française ne touchait l'épaule de Gadsby, nul quatuor ne se formait dont un des chaînons fût la tête de Gadsby. « Je demande pardon. » Le valet de chambre de Gadsby était debout à nos côtés. « Miss Baker, s'enquit-il, je prie mademoiselle de m'excuser, mais monsieur Gadsby voudrait parler à mademoiselle en particulier. »« À moi ?» s'exclama-t-elle surprise. « Oui, mademoiselle. » Elle se dressa avec lenteur en me regardant, les sourcils levés en signe d'étonnement, et suivit le valet vers la maison. Je remarquai qu'elle portait sa robe du soir, ainsi que toutes ses robes comme un costume de sport. Il y avait une telle prestesse dans ses mouvements qu'on aurait juré qu'elle avait appris à marcher sur des terrains de golf par de purs et piquants matins. Je me retrouvai seul. Il était près de 2 heures. Depuis quelque temps, des bruits confus et curieux sortaient d'une longue pièce percée de nombreuses fenêtres qui donnaient sur la terrasse. J'entrai, esquivant l'étudiant de Jordan qui discutait d'obstétrique avec 2 chorus girls, et me suppliai de me joindre à son groupe. Le grand salon était plein. Une des filles en jaune jouait du piano. À côté d'elle, chantait une jeune femme de haute taille à cheveux rouges qui appartenait aux Folies Ziegfeld. Elle avait bu le champagne en grande quantité, et au milieu de sa chanson, la conviction lui était venue, inepte, que tout était triste, bien triste. Elle ne se contentait plus de chanter, elle pleurait en même temps. Quand il se produisait une pause dans le morceau, elle la remplissait de sanglots entrecoupés tout en cherchant sa respiration. Puis elle reprenait le chant d'une voix de soprano qui tremblotait. Les larmes se poursuivaient sur ses joues, non sans interruption toutefois, car lorsqu'elles entraient en contact avec les sourcils fortement peints de la chanteuse, elles prenaient la couleur de l'encre et continuaient leur chemin en lents ruisselets noirs. Comme un humoriste suggérait qu'elle chantât les notes qui s'inscrivaient sur son visage, elle jeta les mains au plafond, s'écroula dans un fauteuil et se laissa emporter par un profond sommeil vineux. « Elle s'est chamaillée avec un monsieur qui se dit son mari », expliqua une jeune fille contre mon coude. Je jetai un coup d'œil autour de moi. La plupart des dames encore présentes se chamaillaient avec des messieurs qu'on disait être leurs maris. Les premiers compagnons de Jordan, les 2 couples d'East Egg, étaient eux-mêmes cruellement déchirés par une discussion. L'un des hommes parlait à une jeune actrice avec une sérieuse intensité, et sa femme, après s'être efforcée d'en rire d'un air indifférent et digne, perdit enfin toute contrainte et se livra à des attaques de flanc. Par intervalles, elle apparaissait soudain à ses côtés, étincelante de colère comme un diamant, et sifflait à son oreille « Tu avais pourtant promis !» La répugnance à rentrer ne se limitait pas aux hommes déréglés. La galerie était occupée par 2 messieurs lamentablement tempérants et leurs épouses au comble de l'indignation. Les épouses compatissaient l'une avec l'autre d'une voix légèrement montée. « Quand il voit que je m'amuse, il veut toujours rentrer. Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus égoïste. Nous sommes toujours les premiers à partir. Nous aussi.
Mais ce soir, fit timidement l'un des 2 hommes incriminés, nous sommes presque les derniers. Il y a une demi-heure que l'orchestre est parti. Nonobstant l'opinion des épouses qu'un tel mauvais vouloir dépassait les bornes de la vraisemblance, la querelle se termina par une courte lutte, et les 2 épouses, soulevées à bras le corps, furent emportées, malgré leur ruade, dans la nuit. Comme j'attendais mon chapeau dans le vestibule, la porte de la bibliothèque s'ouvrit, laissant passer Jordan Baker et Gatsby. Il disait un dernier mot à la jeune femme, mais la chaleur de son attitude se transforma brusquement en une politesse mondaine quand plusieurs personnes s'approchèrent pour prendre congé de lui. Sur le perron, les compagnons de Jordan l'appelaient avec impatience, mais elle s'attarda un instant à me serrer la main. « Je suis stupéfaite de ce que je viens d'entendre, » chuchota-t-elle. « Combien de temps sommes-nous restés là-dedans ? » « Ma foi, 1 heure environ. »« C'est tout simplement renversant, » répéta-t-elle d'un air absorbé. « Mais j'ai juré de ne pas le répéter, et me voici en train de vous faire subir le supplice de Tantale. » Elle me bâilla gracieusement en pleine figure. « Venez me voir, voulez-vous ? L'annuaire des téléphones, sous le nom de Miss Sigourney Howard, ma tante. » Tout en parlant, elle se hâtait, sa main brune me lança un léger adieu, et Jordan se confondit dans le groupe qui l'attendait devant la porte. Assez honteux d'être resté si tard en cette première visite, je me joignis aux derniers invités qui entouraient leur hôte. Je voulais lui expliquer que je l'avais cherché au début de la soirée et m'excuser de ne point l'avoir reconnu dans le parc. « N'en parlez pas, » fit-il avec empressement. « N'y pensez plus, vieux frère. » L'expression ne comportait pas plus de familiarité que la main qui, d'un geste rassurant, brossait mon épaule. « Et n'oubliez pas que nous volons en hydroplane demain matin à 9 heures. » Puis le valet de chambre derrière son épaule. « Philadelphie demande monsieur au téléphone. »« Bien, bien, dans un instant. Dites que j'y vais tout de suite. »« Bonne nuit. » Il sourit, et soudain il me sembla que le fait que j'étais un des derniers à partir comportait un sens agréable, comme si mon hôte eût désiré tout le temps qu'il en fût ainsi. « Bonne nuit, vieux frère. » Mais comme je descendais le perron, je m'aperçus que la soirée n'était pas tout à fait terminée. À 50 pas de la porte, une douzaine de phares d'auto illuminaient une scène bizarre et tumultueuse. Dans le fossé qui bordait la route, d'aplomb mais violemment amputé d'une de ses roues, reposait un coupé neuf qui avait quitté l'allée de Gatsby il y avait à peine 2 minutes. La saillie d'un mur expliquait l'ablation de la roue qui obtenait un vif succès de curiosité auprès d'une douzaine de chauffeurs. Cependant, comme ceux-ci avaient abandonné leur voiture au milieu de la route, un vacarme âpre et discordant causé par les trompes des autos que ce barrage empêchait d'avancer s'entendait depuis un certain temps, aggravant la confusion déjà violente de la scène. Un homme, vêtu d'un ample cache-poussière, était descendu de l'épave et se tenait au milieu du chemin. Ses yeux se portaient alternativement sur l'auto et sur la roue et sur les badauds, avec une expression d'aimable perplexité. « Vous voyez, » expliquait-il, « il est tombé dans le fossé. » Le fait l'étonnait prodigieusement. Je reconnus en premier lieu la peu commune qualité de cet étonnement, puis l'homme, c'était celui-là même qui, pour se recueillir, avait choisi la bibliothèque de Gatsby. « Comment est-ce arrivé ?» Il secoua les épaules. « J'ignore tout de la mécanique, » fit-il avec décision. « Mais comment l'accident s'est-il produit ? Vous êtes entré dans le mur ? » « Ne me le demandez pas, » dit Œil de Hibou, se lavant les mains de l'affaire. « Je ne sais même pas conduire, ou si peu. La chose est arrivée, voilà tout. »« Mais alors, si vous conduisez si mal que ça, il ne fallait pas essayer la nuit. »« Mais je n'ai même pas essayé, » expliqua-t-il avec indignation. « Je n'ai même pas essayé. » Un silence se fit parmi les assistants impressionnés. « Vous voulez donc vous suicider ? Vous avez de la veine que ça ne soit qu'une roue. Il sait à peine conduire et il n'essayait même pas. »« Vous ne comprenez pas, » expliqua le criminel. « Je ne conduisais pas. Il y a un autre homme dans la voiture. » La sensation qui suivit s'exprima par un « Oh !» soutenu. Au même instant, la portière du coupé s'ouvrit avec lenteur. La foule, c'était à présent une foule, recula involontairement. Quand la portière fut grande ouverte, il se fit un silence de mort. Puis, par degrés successifs, une fraction après l'autre, un individu pâle et dégingandé mit pied à terre en tâtant soigneusement le sol avec un vaste escarpin dépourvu d'assurance. Aveuglé par l'éclat des phares, assourdi par l'incessant lamento des trompes,
L'apparition resta là un moment, chancelante, avant d'apercevoir l'homme au cache-poussière. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle avec calme. « Panne d'essence ?»« Regardez donc !» Une demi-douzaine de doigts pointaient vers la roue amputée. Lui la contempla un instant, puis leva les yeux comme si la pensée lui était venue qu'elle avait chu du ciel. « Elle s'est détachée » commenta quelqu'un. Il hocha la tête. « D'abord, je m'étais pas aperçu qu'on ne roulait plus. » Un silence. Puis, ayant pris longuement haleine et redressé les épaules, il dit d'une voix assurée. « Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver de l'essence ?» Une douzaine d'hommes au moins, dont plusieurs en meilleur état que lui, entreprirent de lui montrer que la roue et l'auto n'étaient plus réunis par le moindre lien physique. « Faites-la reculer, » suggéra-t-il au bout d'un instant. « Mettez-la en marche arrière. »« Mais la roue est partie !» Il hésita. « Y a pas de mal à essayer, fit-il. » Le charivari des trompes avait atteint son paroxysme. Je tournai les talons et me dirigeai à travers la pelouse vers ma maison. Je jetai un regard en arrière. Semblable à une hostie, la lune brillait au-dessus du château de Gadsby, conservant sa beauté à la nuit, survivant au rire et au vacarme de son parc encore illuminé. Un vide soudain semblait ruisseler des fenêtres et des portes, investissant d'un isolement total la silhouette de l'hôte qui se dressait sur le perron, la main levée dans un cérémonieux geste d'adieu. En relisant ce qui précède, je crains d'avoir donné l'impression que les événements de 3 soirées séparées par des intervalles de plusieurs semaines avaient occupé exclusivement tout mon temps. Au contraire, ce n'était qu'autant d'incidents dans un été fort rempli. Ils m'absorbèrent infiniment moins que mes affaires personnelles. Ce ne fut que beaucoup plus tard que tout cela devait changer. La plupart du temps, je travaillais. Des peaux trop minées, le soleil couchait mon ombre vers l'Occident, tandis que je me hâtais au fond des bancs abîmes de Wall Street vers ma banque. Je connaissais par leurs petits noms les autres employés et les jeunes courtiers, et c'est avec eux, dans des restaurants sombres et regorgeants de consommateurs, que je déjeunais de saucisses de porc, de pommes purées et de café. J'eus même une intrigue amoureuse avec une fille qui habitait Jersey City et travaillait dans notre comptabilité, mais son frère se mit à me regarder de travers, de sorte que lorsqu'elle partit en vacances au mois de juillet, je la laissai tomber. D'habitude, je dînais au Yale Club. Je ne sais pourquoi, c'était l'événement le plus sombre de la journée. Puis je montai dans la bibliothèque et étudiai avec conscience placement et valeur pendant 1 heure. Il y avait là en général quelques membres turbulents, mais ils n'entraient jamais dans la bibliothèque, qui était par conséquent un endroit propice au travail. Après cela, si la nuit était belle, je descendais à pas lents Madison Avenue et passant devant le vieil hôtel de Murray Hill, gagnais la 33e rue pour me rendre à la gare de Pennsylvanie. Je me pris à aimer New York, la sensation capiteuse et aventureuse qu'il donne la nuit et la satisfaction que le constant papillonnement d'hommes, de femmes et d'automobiles offre à l'œil privé de repos. J'aimais remonter la 5e avenue, choisir dans la foule des femmes romanesques, imaginer que dans quelques minutes j'allais m'immiscer dans leur existence sans que personne le sût ou me désapprouvât. Parfois, en imagination, je les suivais jusque chez elles. Elles habitaient des appartements au carrefour de rues secrètes. Elles tournaient la tête et me rendaient mes sourires avant de disparaître par une porte dans l'obscurité chaude. Au crépuscule enchanté de la métropole, j'éprouvais de temps en temps la hantise de la solitude et je la sentais aussi chez d'autres, pauvres employés qui flânaient devant des vitrines en attendant l'heure de dîner tout seuls au restaurant. Jeunes employés gâchant à la brune les instants les plus émouvants de la nuit de la vie. De rechef à 8 heures, quand les rues sombres des quartiers contigus au théâtre s'encombraient de taxis grondants en file de 5, je sentais mon cœur défaillir. Des ombres se penchaient l'une vers l'autre dans les taxis qui trépidaient, des voix chantaient, des plaisanteries inentendues provoquaient des rires, des cigarettes allumées faisaient des cercles incompréhensibles à l'intérieur des voitures. Rêvant que, moi aussi, je me hâtais vers la gaieté et partageais la surexcitation de ces gens, je leur souhaitais de trouver le plaisir. Pendant un certain temps, je perdis de vue Jordan Baker, puis la retrouvai à la mi-été. Au début, cela me flattait d'être vue avec elle parce qu'elle était championne de golf et que tout le monde savait son nom. Et puis, il y avait autre chose. Sans être amoureux d'elle, j'éprouvais une espèce de curiosité tendre. Le visage ennuyé et hautain qu'elle présentait au monde dissimulait quelque chose.
Il en est ainsi de la plupart des affectations, même quand elles n'ont rien dissimulé pour commencer. Je finis par découvrir ce que c'était. Un jour que nous étions invités chez quelqu'un qui demeurait à Warwick, elle laissa sous la pluie l'auto qu'elle avait emprunté, la capote rabattue, puis mentit à ce propos. D'un seul coup, je me rappelai l'histoire qui m'avait échappé le soir où je l'avais rencontrée chez Daisy. Lors du premier match important auquel elle avait participé, il se produisit un esclandre qui faillit parvenir à la presse, l'insinuation qu'elle avait poussé la balle pour la sortir d'une position défavorable lors de la demi-finale. L'histoire faillit assumer les proportions d'un scandale, puis elle se dissipa. Un cadi rétracta ses déclarations, l'autre témoin reconnut qu'il pouvait s'être trompé. L'incident et le nom étaient restés liés dans mon esprit. Instinctivement, Jordan Baker évitait les hommes avisés et perspicaces. Je me rendis compte enfin que c'était parce qu'elle se sentait plus en sûreté dans des milieux qui tenaient la moindre divergence d'un code quelconque pour impossible. Elle était incurablement malhonnête. Elle ne pouvait même pas endurer de se sentir dans une situation désavantageuse pour elle. Ceci posé, je présume qu'elle avait commencé par pratiquer des subterfuges quand elle était toute jeune, pour pouvoir continuer de tourner vers le monde ce froid et insolent sourire, tout en satisfaisant les exigences d'un corps alerte et dur. Cela me laissait indifférent. Chez une femme, la malhonnêteté est chose qu'on ne blâme jamais profondément. Chez celle-ci, je la regrettais en passant, puis l'oubliai. Ce fut lors de la visite dont je viens de parler que nous eûmes ensemble une curieuse conversation. Il s'agissait de la façon de conduire une auto. Elle avait commencé parce que nous étions passés si près de quelques manœuvres que l'aile avait touché un bouton sur la veste d'un de ces hommes. Je protestai. « Vous conduisez comme un sabot, vous devriez montrer plus de prudence ou ne pas vous mêler de conduire. »« Je suis prudente. »« Ce n'est pas vrai. »« Eh bien, les autres le sont, fit-elle d'un air léger. »« Qu'est-ce que cela a à voir ? Ils se gareront devant moi, insista la jeune femme. Il faut être deux pour causer un incident. Mais si vous rencontrez un jour quelqu'un d'aussi imprudent que vous, j'espère que cela n'arrivera jamais. Je déteste les imprudents. Voilà pourquoi vous me plaisez tant. » Ses yeux gris, fatigués par le soleil, regardaient droit devant elle, mais de propos délibérés, elle venait d'altérer le sens de nos relations, et pour l'instant, je crus que je l'aimais. Mais je pense avec lenteur, je suis farcie de règles qui servent de frein à mes désirs, et je savais que tout d'abord il fallait me libérer une fois pour toutes des entraves où je m'étais empêtrée chez moi dans l'Ouest. J'écrivais des lettres une fois par semaine que je terminais par « affectueusement Nick », sans pouvoir penser à autre chose qu'à la légère moustache de sueur qui apparaissait sur la lèvre supérieure d'une certaine jeune fille quand elle jouait au tennis. Néanmoins, il y avait entre nous un vague accord qu'il convenait de rompre avec tact avant de pouvoir m'estimer libre. Chacun de nous soupçonne qu'il possède pour le moins une des vertus cardinales, et voici la mienne. Je suis un des rares hommes honnêtes que j'ai jamais connus.